Suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs, j'ai proposé à quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui a un petit peu une vision, on va dire, externe, puisque Joaquim Tavares dirige Papi Happy, qui est un annuaire, un moteur de recherche de solutions de logement et d'hébergement pour personnes âgées, donc, dont les EHPAD. Et cet annuaire comporte des notes, des avis des familles, des résidents. Enfin bref, donc vous comprenez, des avis de l'extérieur. Et donc j'aurais voulu savoir, avoir son avis, ce qu'il pensait du livre, et est-ce que les avis reflétaient un petit peu ce qui était écrit dans le livre notamment. Bonjour Joachim. Bonjour Mike. Peut-être représenter Papy Happy un peu mieux que je viens de le faire, pour qu'on comprenne bien l'intérêt d'avoir ton opinion. Eh ben, Papy Happy, depuis bientôt 6 ans, référence aux différentes solutions de logement en France. Donc les EHPAD, les résidences seniors, l'habitat partagé, participatif, les béguinages, toute solution en fait qui peut accueillir une personne âgée. Et notre différence par rapport aux autres, c'est que les résidences sont classées en fonction des avis déposés par les internautes, qu'ils soient résidents, familles, salariés. Et nous, Papy Happy, qui allons aussi visiter en client mystère. L'idée, c'est vraiment de donner une vraie vision de ce qui peut se passer et de montrer qu'un qui travaille bien et d'autres moins bien, voire très mal. Et l'idée, c'est que les familles puissent, effectivement, et les résidents puissent communiquer dessus et qu'on ait une vraie image de ce qui peut exister. Et Papy Happy, c'est aussi du conseil. On produit du conseil auprès des familles ou auprès d'institutionnels sur toute question liée au logement senior en France. Donc, par rapport à la sortie du livre, qu'est-ce que toi, tu en as pensé et quelle a été ta première réaction? Est-ce que tu as découvert des informations dans le livre? Alors, mon premier sentiment fut de la tristesse quand même, parce que je me suis dit encore le secteur va en prendre plein la tête. Après, ce qui est certain, en fonction de ce qui a été dit dans le livre, si c'est vrai, c'est très grave en fait. Après, sur tout le côté, l'aspect comptabilité, gestion du groupe, ça, j'en ai aucune idée. J'ai jamais fait partie de ce groupe-là ni dans les autres. Ce qui est certain, c'est que dans les établissements, il peut y avoir effectivement des problèmes. Après, quand on lit le livre, des fois, ça me paraît tellement énorme que j'ai du mal à le croire. Et là, je prends ma casquette d'ancien directeur d'EHPAD, où je me dis que si pendant 8 mois, pendant une semaine par mois, il n'y a pas de protection, ça me paraît juste démentiel. Je dis comment c'est possible? Après, sûrement que la personne qui a écrit le livre s'est bien documentée, il y a des gens qui ont pu témoigner de cela. Et après, je pense qu'on en revient au même, c'est qu'il y a une défaillance humaine, je pense, et du système. Mais avant tout, je pense que c'est-à-dire que l'équipe dirigeante de l'établissement en question n'a pas été bonne, en fait. Et que la direction régionale ou la direction nationale du groupe Orpea aurait dû peut-être effectivement intervenir plus rapidement et déceler le souci. Mais encore une fois, c'est comme compliqué d'émettre des hypothèses ou de dire c'est vrai ou pas vrai sur un ouvrage. On ne sait pas effectivement si les faits écrits sont vrais. Donc, je pense qu'il faut laisser un peu de temps, voir si les enquêtes vont arriver au bout. Et encore une fois, ce qui est surprenant, c'est que si c'était le cas, et je suis sûr qu'il y a eu des défaillances, c'est certain, mais comme partout, encore une fois, qu'il n'y ait pas eu de retour de famille avant, que les familles ne se soient pas plaintes, qu'il n'y ait pas eu effectivement un éclairage médiatique dessus. Nous, sur le site, l'établissement cité dans le livre avait des notes qui n'étaient pas bonnes, les avis n'étaient pas bons en termes de prise en charge. Donc, ça corrobore une partie effectivement de ce qui a été dit. Après, nous, on va pas, les gens, quand ils déposent un avis sur le site, on a pris le parti de ne pas aller sur le côté soins ou prise en charge je dirais, intime de la personne parce que c'est comme très, très compliqué à mesurer. Donc, nous, sur ce qu'on a sur le site, on se rend compte qu'effectivement, il y avait des soucis. Et c'est l'intérêt de Papy Happy, c'est pour ça que j'ai créé Papy Happy, c'est que ça puisse permettre aux gens de dire si l'établissement est bien ou pas bien. Et ça permet aux familles de se dire bah, on n'ira pas là-bas. Et ça permet surtout aussi aux professionnels de s'améliorer et de se rendre compte qu'il y a un souci quelque part et qu'il faut mettre en place des choses pour améliorer la prise en charge du résident. Précision quand même pour ceux qui nous écoutent, les avis sont validés. Ouais, Hein, pardon. on a une modération qui est humaine sur tous nos avis. D'accord. Donc, on a quelqu'un chez nous qui lit les avis, qui vérifie les avis et on répond à toute personne qui dépose un avis, qu'il soit validé ou pas. D'accord. Donc, pour être précis, si par exemple, moi, je suis anonyme, je me logue sur ton site, je mets un avis très favorable à l'établissement dont on parle dans le livre, avis qui dénote par rapport aux autres avis, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on se rend compte qu'un avis qui est totalement déconnecté du reste, on contacte la personne. D'accord. Et après, surtout, on se rend compte que en fonction du moment où tu as déposé l'avis, il y a des choses qui peuvent se passer.
Par exemple, quand tu as une équipe soignante, tu en as plusieurs dans les établissements, tu en as qui bossent mieux que d'autres, en fait. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas la bonne personne, mais d'autres seront contents. Et moi, je l'ai vécu et on le voit aujourd'hui, des établissements, en fait, en fonction de qui est là la journée, et ben, ça se passe plus ou moins bien. Donc mais c'est comme tout. Je veux dire, quand tu prends les hôtels, les restaurants, une paire de chaussures, une chemise, tu as des gens qui vont être contents, d'autres qui ne le seront pas, en fait. Donc, D'accord. c'est Voilà. la problématique, ouais. Je voulais aborder ce sujet-là pour bien qu'on comprenne que les avis sont certains. Pour revenir à la question que je voulais arriver, euh, dans les avis, est-ce que les familles décrivent ou est-ce que les avis qui décrivent ce qu'on lit dans le livre? Concrètement, est-ce que les Euh, familles donnent des avis équivalents ou corroborent ce qui est écrit dans le livre? on a eu des avis comme quoi la prise en charge n'était pas bonne. Ça, c'est certain. Comme quoi, effectivement, il y avait un problème au sein des équipes. Par contre, on n'a pas eu d'avis sur les problèmes de protection, sur les repas. Ça, on ne l'a pas eu. Mais, mais quand tu lis les avis, tu te rends compte qu'effectivement, il y avait un problème dans l'établissement, c'est une certitude. Après, le niveau, ça, je ne sais pas, ni l'ampleur, effectivement, des dégâts, c'est compliqué. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est un établissement effectivement de très haut standing. Donc les gens peut-être ont un niveau et des exigences très élevées Ah oui, oui, là-dessus, parce que bien sûr. effectivement, parce que bon, tout le monde dit ouais, c'est honteux de payer 8 ou 12 000 euros pour être dans un établissement comme celui-ci. Après, je veux dire, personne ne leur a mis le couteau sous la gorge, hein. Oui, c'est Ceux leur qui choix, c'est peuvent leur en aller. choix, hein. Exactement. Donc, c'est comme si toi, demain, tu vas dans un hôtel 5 étoiles, que tu payes 500 euros la nuit. Bah, tu as fait le choix, tu aurais pu aller dans un hôtel moins cher. Donc après, voilà. Mais encore une fois, je trouve que c'est dur quand tu es extérieur. Bon, ça, c'est typiquement français, je trouve, de critiquer aussi facilement quelque chose, de dire c'est nul, machin. Mais tant qu'on n'a pas des éléments factuels et se rendre compte, et encore une fois, ce qui serait hyper intéressant, c'est d'avoir le retour de toutes les familles au sein de cette résidence-là, par exemple, et de leur demander, bah, Oui. dites-nous comment ça s'est passé. Au moins, Oui, tu auras une oui, vision. oui, parce qu'en fait, moi j'ai tendance à penser que quand je regarde une fiche d'un avis, d'un hôtel, etc., il y a que ceux qui sont hyper contents ou ceux qui sont hyper déçus qui vont noter, non? Qui vont donner des Ouais. avis. Ceux qui sont moyennement, en Bah, ils donné disent rien, zéro. en fait, ouais. Ouais. Et Donc surtout, en fait, c'est quelque part deux extrêmes qui s'affrontent sur les avis, non? Comment ouais, tu vois ça? mais c'est pour ça que nous, Hmm. moi, depuis que je crée Papy Happy, je prêche sur le fait de dire aux gens, euh, même si les gens n'ont rien à dire, bah, de demander comment ça se passe en fait. Parce que honnêtement, aujourd'hui, dans un établissement je ne sais pas combien il y a de lits là où il y a un souci, mais dans un établissement de 100 lits, tu vas peut-être avoir 10 personnes qui vont déposer, qui vont dire si ça va pas. Mais il en reste 90 autres en fait. Et là, en l'occurrence, dans ces résidences-là, il y a quelques familles qui critiquent l'établissement. Là, on parle beaucoup il y a une avocate qui parle beaucoup en ce moment de familles qui sont en train de se regrouper pour mener une procédure à l'encontre d'Orpea ou de Corian. Donc, mais bon, quand tu ramènes le nombre de gens, donc il y a peut-être 10, 20, 30 familles, Oui, bien sûr. sur 700 000 résidents en France et avec une durée moyenne de séjour qui se réduit énormément, il y a un gros turnover. Donc, au final, sur la masse, ça ne fait pas grand monde en fait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment bien encadrer les choses, bien les situer. Et encore une fois, je pense que c'est le retour des gens qui sont là au quotidien qui fera foi en fait. Et ce n'est pas les contrôles que tu vas mener parce que ce soit l'ARS, le département, je ne sais qui d'autre qui va mener un. C'est pas eux qui vivent là en fait. Et je trouve que le plus important, c'est de demander l'avis et la réaction des gens qui vivent là en fait. Et si honnêtement, on demandait ça aux gens tout le temps et ça serait affiché, ça serait dit, il y aurait beaucoup moins de problèmes en fait. Parce que si ça ne va pas, les gens le diraient. Et donc, l'établissement, soit les gens vont fuir l'établissement, ou soit l'établissement se dira il y a un réel problème, je fais en sorte d'améliorer les choses. Et Oui, je donc trouve en que fait, qu'on comprenne bien, toi, ce que je comprends bien, c'est que tu suggères au directeur des EHPAD de faire, enfin, d'inciter toutes les familles ou le maximum de familles à mettre des avis sur ouais, Happy Happy, c'est la meilleure arme de que tu façon aurais. sans représentatif. Mais bien sûr, moi, quand j'étais. Moi, je prends mon exemple. J'étais directeur dans le public et dans le privé. Quand j'étais dans mon établissement et que j'entendais dire que dans ma résidence, on s'occupait pas bien des gens, j'avais des fois quelques rumeurs, mais comme pour n'importe quel métier. Et mes résidents étaient super bien, mais j'ai jamais eu une seule plainte de famille. Tout s'est très bien passé pendant les 4 ans où j'ai dirigé l'établissement. Euh, mais ça, c'est pour ça que j'ai créé Papy Happy, parce que je me suis dit, il faut le dire aux gens, en fait.
Parce que entre les bruits de couloir, ce qu'une salariée mécontente peut te dire, une famille mécontente peut aussi mettre en dehors, et on est dans un système tellement occulte, on n'ose pas parler parce que le vieillissement de la population n'est pas drôle et la vie en établissement n'est pas drôle, mais n'empêche que les gens, ils sont bien. Je veux dire, il faut arrêter de stigmatiser les EHPAD, mais qu'ils soient privés, publics ou associatifs. Après, il y a d'autres solutions de logement, mais si les gens, quand on est extérieur à ça, et en fait, on peut fabuler sur ça parce que personne ne connaît comment ça se passe en fait. On en revient au problème de la restauration, des protections, problème des toilettes, toutes ces choses-là. C'est un vaste sujet. En plus, on traite de l'humain par de l'humain. Et de l'humain, le résident ou la résidente, où c'est compliqué parce que quand tu rentres en EHPAD, en règle générale, ce n'est pas la joie. Donc, c'est des situations très complexes, familiales et le côté affectif qui prend aussi le pas. Donc, c'est très, très compliqué. Mais encore une fois, je pense que si les portes étaient ouvertes des établissements, si les gens pouvaient dire comment ça se passe, eh bien, il y aurait beaucoup moins de problèmes, en fait. Et ce serait beaucoup moins médiatique que ce n'est à l'heure actuelle. Après, il y a des problèmes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes de personnel, des problèmes de remplacement de personnel, un vrai problème de dépendance et de prise en charge sanitaire des résidents. Mais voilà, je pense qu'il faut faire les choses étape par étape. Oui, donc à la limite, si on était, si on conseillait Orpea, si je te suis, ta logique, ce serait de dire, ce serait que Orpea a tout intérêt à ce que les familles, le plus de familles possible, mettent des avis sur papier API. Oui, papier ou d'autres, mais Papier autant faire API ou papier, d'autres, ça mais bon, là on m'arrangerait. parle de papier Mais, API. mais Ça, ouais, en parce fait, que au niveau stratégie de crise, entre guillemets, même on appelle ça comme on veut, la logique, c'est plus il y a familles qui mettent des avis, plus mieux on a enfin, mieux est la vision de la réalité. Mais pour moi, ça coule de source, en fait. Je trouve Ouais, ça d'accord. et tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu penses au taxi, il y a 20 ans de cela, l'état des taxis parisiens, qui était comme assez déplorable, le niveau qui a augmenté, alors je ne suis pas un pro-Uber, mais le fait d'avoir pu noter les chauffeurs de taxi a montré qu'effectivement, mieux tu étais noté, mieux on vient vers toi, mais comme un hôtel, comme un restaurant. Et je pense que c'est il faut donner En fait, la satisfaction client n'a jamais été prise en charge. Parce que déjà, avant, on n'appelait pas un résident un client. Yann Reboulot, on parle souvent du client, Ah et je oui. pense qu'il a raison. C'est hyper primordial parce que je crois que c'est pas le résident qui est là et qu'on doit dire bah, tiens, il est là, on va s'occuper de lui parce que c'est comme ça. Non, au contraire, c'est un client, tu lui dois la satisfaction client, tu dois une prestation de qualité et tu dois bien t'occuper de lui, en fait. Mais après, je pense qu'aussi, il y a des amalgames, il y a un problème sociétal où les salariés d'un établissement ne peuvent pas remplacer la famille. Et ça, je pense qu'on le voit des fois en ce moment à la télé. Un salarié est là pour accompagner le résident le mieux possible, mais il ne peut pas être là non plus tout le temps et remplacer un enfant, un proche. Donc, il y a ça aussi, je pense, à prendre en considération. C'est qu'il est facile parfois de déposer son papa sa maman en établissement, mais il faut être là aussi pour lui, en fait. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience globale, qu'il y ait un système qui est à revoir, mais qui est un système qui est à revoir, non pas parce que les gens sont tous mauvais, c'est pas ça, en fait. Il faut revoir le système parce qu'on a un changement sociétal et démographique qui fait qu'il faut qu'on revoie quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, en fait. Oui, puis moi, je fais une interview avec une famille, en fait, juste avant avec le tien. Moi, je pose la question, mais moi, j'apprends quelque chose comme ça chez mes parents, j'enlève mes parents, hein. Alors, Bah effectivement, ouais. moi, je travaille depuis n'importe où, je peux vivre avec mes parents, bon, bref, bon, là. Mais elle m'a dit, maintenant, alors, donc, elle a expliqué, effectivement, il y a des gens qui étaient tellement dépendants que c'était trop difficile. La limite de ton approche, est-ce que c'est pas le client mystère? Première question, le client mystère, quand on fait des clients mystères, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes capable de voir, en fait, vraiment la vraie vie? Ou est-ce que, je me dis un peu, vous voyez que les murs, plus la personne qui sourit à l'accueil? La vraie vie, tu ne la vois pas tant que tu ne la vis pas. Donc ça, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, Donc nous, c'est plus effectivement le côté, et c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. Nous, on note pas la prise en charge ni le soin, parce que personne, franchement, personne ne peut, lors d'une visite d'une heure ou d'une heure et demie, voir comment ça se passe et comment on s'occupe des résidents. Mais au moins, tu peux savoir si les gens sont sympathiques à l'entrée, s'ils prennent le temps de t'écouter, de voir comment est l'établissement, les propretés, voir comment les résidents, tu les vois habillés, si tu ne vois pas des gens déambuler n'importe comment. Ça, tu le vois. Donc, c'est cette première chose que l'on donne. C'est pour ça que, pour moi, l'avis dans le client mystère est complémentaire aux avis bien sûr, clients. bien sûr. Mais encore une fois, c'est quand tu es au cœur du réacteur
que tu peux juger. Chez Papy Happy, on fait des papiers reportages. On va dans des établissements faire des animations et on va échanger avec les résidents, les familles, sans la direction de l'établissement. Donc, on se met dans une salle, on boit un café et on discute avec les petits papis, les petites mamies, on leur demande comment ça se passe. Et ben, je trouve ça super, par exemple, parce que c'est hyper enrichissant. Et les gens, et c'est tout bête, mais on prend en considération leur avis, on prend en considération leurs remarques, ça remonte au niveau de la direction. Nous, ça nous permet de juger l'établissement et se rendre compte si ça va ou pas, ça va pas, en fait. Et si ça va pas, et ce qui est bien, c'est qu'il y a des groupes qui jouent le jeu, en fait. Il y a des groupes où on va et on se rend compte qu'il y a des problèmes, Donc, et pour eux, c'est hyper intéressant. Oui, quelque part, ils se servent de votre service de client mystère pour s'améliorer eux-mêmes. Mais le client mystère est là aussi pour améliorer les gens, parce que quand tu es dans un établissement et qu'on te claque la porte au nez, parce qu'on te dit c'est pas l'heure, c'est pas le moment, ou que tu vois des choses qui se passent pas bien, et ben, la lecture de la vie permet aux gens de se dire il y a un problème, donc là, il faut faire quelque chose, en fait. L'autre angle mort ne vient pas de la génération qui est actuellement en EHPAD, c'est-à-dire en fait une génération qui, soit avant la Seconde Guerre mondiale, soit pendant enfin, qui ont vécu enfin, des restrictions, des moments difficiles, et donc ça crée une génération, on va dire, qui est résiliente, tu vois ce que je veux dire, et qui ne se plaint pas, qui endure. Est-ce que le fait que cette génération, dans les résidents, déjà, est-ce que tu partages cette idée? Et si tu partages cette idée, est-ce que le fait qu'ils soient plus résilients, je parle des résidents, c'est en fait qu'ils partageraient moins avec leur famille ce qu'ils vivent vraiment, parce qu'ils ne veulent pas déranger la famille. Et donc là, en fait, il y aura aussi un gap, tu vois, un gap où la famille n'aurait pas la réalité de l'EHPAD. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'une famille ne peut pas avoir la réalité de l'établissement et que les parents, ils ont aussi leurs secrets, ils ont leur vie. Donc, oui, je pense qu'il y a certains. Et c'est une génération, et tu as entièrement raison, qui se veut discrète et qui veut surtout pas embêter leurs enfants. Donc, ce qui fait qu'effectivement, des fois, la famille n'est pas au courant de tout. C'est aussi le fait que parfois, une famille qui est présente régulièrement au sein d'un établissement, elle voit ce qui va, ce qui ne va pas, en fait. Moi, quand j'étais directeur, j'avais des familles qui venaient à tous les repas, par exemple, parce que la maman ou papa étaient dépendants et qui voulaient eux-mêmes donner à manger à leurs parents. Donc, ils étaient là tout le temps, ils faisaient partie de la famille de la résidence, on les voyait tous les jours. Donc, à force, on se parlait tout le temps, on se voyait. Et c'était eux, je pense, le vrai baromètre, en fait. C'était eux, Oui, ces gens-là, oui. en fait, quand j'étais directeur. Et moi, par exemple, quand j'avais des familles qui venaient, qui me posaient des questions, j'avais des familles un peu ambassadrices qui étaient là tout le temps. Et je dis, attendez, bougez pas, appelez-les, échangez avec eux, vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Et c'était le meilleur commercial de ma résidence, c'était les familles, en fait, parce qu'elles étaient capables de dire, il y a des choses qui vont, d'autres qui ne vont pas, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas aller tout le temps. Mais au moins, eux vont te dire la vérité. Et quand les gens vont venir, ils ne vont pas être déçus. Parce que si tu vends du rêve au début, ce n'est pas possible. Et après, effectivement, il y a une évolution des mentalités des gens. Mais n'empêche qu'il y a aussi une évolution et une montée de gamme dans les établissements. Parce que il y a encore 15 ans, il y avait des dortoirs en EHPAD. Hein. Il y avait des Oui, bien sûr. dortoirs où il n'y avait pas de douche. Hein. Là, on arrive à une époque où il y a il y a une grosse majorité des établissements sont en chambre seule, avec une salle de bain, ce qui n'est pas le cas il n'y a pas encore très, très longtemps. Et il y a une hausse de l'amélioration de la prise en charge, de la restauration, des animations. Donc, Oui, il ne faut pas n'oublions l'oublier, pas. ça. Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'on on critique, mais regardons un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Et regardons l'évolution des établissements, l'évolution de la prise en charge des maladies comme Alzheimer, des prises en charge non médicamenteuses qui se mettent en place, la formation des salariés, qui quand même est meilleure que ce qui se peut. Avant, il n'y avait rien, donc c'était pas rien. J'exagère un peu, mais tous les établissements privés, publics, associatifs ont fait des démarches pour améliorer cela. Donc, il y a eu un gros boulot de fait dessus. Et après, surtout, il y a aussi le fait que la vie fait que les familles sont plus éloignées, donc les résidents sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est aussi compliqué de juger quand tu es à distance de la vie de ton père ou de ta mère ou de ton grand-père, ta grand-mère en résidence, parce que souvent, tu quittes un logement d'une vie seule ou tu vas rentrer dans une vie collective, en fait. Et ça change beaucoup les choses, en fait. Donc, il y a cette prise en charge et cette prise en considération qu'il faut prendre, parce que vivre dans un établissement où il y a 100 résidents, c'est pas la même que lorsque tu étais tout seul chez toi. Donc voilà. Mais par contre, quand tu es tout seul chez toi, tu n'as pas de vie sociale. Donc, dans une résidence, tu auras une vie sociale parce que tu pourras croiser des gens avec qui tu t'entendras ou pas. Tu pourras aller faire des animations et tu pourras aussi échanger avec les aides-soignantes, l'infirmière, ainsi de suite.
Donc, c'est un changement de vie. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil hein, que l'aide domicile. Pour finir, en fait, avant d'enregistrer, tu m'avais parlé d'un point qui m'a interpellé. Effectivement, il y a des faits positifs ou négatifs ou neutres qui sont attribués à l'EHPAD, d'autres qui sont attribués à des personnes qui sont à l'extérieur de l'EHPAD. Par exemple, le soin. Quand les familles peuvent dire, voilà, mon parent est décédé, etc., parce qu'il n'y a pas les bons médicaments ou pas la bonne prise en charge des soins, cette partie-là, elle peut être elle est contrôlée, dirigée, elle est menée par un médecin traitant en dehors de l'EHPAD, qui n'appartient pas à l'EHPAD. Et en fait, on va mélanger tout ça et on va dire, voilà, c'est l'EHPAD le problème, alors que c'est une prise en charge dirigée oui, dirigée par le médecin. En fait, tu as, des établissements pardon, qui peuvent être en dotation complète et là, pour le coup, ils ont un médecin qui est salarié. Mais la majorité, ils sont pas en dotation complète. Ce qui veut dire que tes résidents ont un médecin traitant comme toi et moi, en fait. Donc, quand il y a un problème, on t'appelle le médecin traitant. Dans une résidence, il n'y a pas tout le temps un médecin. Donc, oui, des fois, nous, on le voit, on a des familles qui nous appellent, qui vont nous dire, bah voilà, mon papa, ma maman, il y a eu un problème de traitement, il y a eu un problème de dosage, ils sont partis à l'hôpital, ça s'est mal passé. Mais le souci dans tout ça, c'est que ça ne dépend pas de l'établissement, en fait. On a souvent aussi le cas de familles qui se plaignent parce que la maman ou le papa est morte le matin et on les a prévenus qu'à midi ou l'après-midi. Et ils trouvent ça totalement inacceptable. Et quand tu extérieurs à ça, tu dis effectivement, c'est acceptable. Et ça l'est. Sauf que, par exemple, quand quelqu'un décède, tu attends qu'un médecin vienne constater le décès. Et si ce médecin va mettre 3 heures à venir ou 4 heures pour venir parce qu'il est loin, eh ben, tu dois attendre, en fait. Donc, encore une fois, soit la critique est facile, mais quand on ne connaît pas ce qui se passe réellement à l'intérieur, moi je l'ai vécu, hein, et je le vois autour de nous, quand tu es dans des départements où tu as des déserts médicaux, tu n'as pas de médecin, Ah oui, bien bah, sûr. comment tu fais, tu vois et là, D'accord. on a un réel problème. On parle les urgences, par exemple. Bah, oui, quand on emmène quelqu'un aux urgences parce qu'elle est tombée, parce qu'elle est vraiment malade, effectivement, il n'y a pas un soignant qui part avec elle parce que ce n'est pas possible. Donc, elle part toute seule souvent parce les saisons ne sont pas assez staffées pour pouvoir avoir quelqu'un. Donc oui, en fait, il y a plein d'éléments. En fait, souvent, on pense que quand tu vis en EHPAD, tu vis en bulle et que tout dedans va être fait. Mais non, en fait, c'est pas vrai. On est là pour le courant, tu es là pour tout ce qui est quotidien, mais dès qu'il y a un pépin de la vie, un pépin lié à la santé, et ben, tu es dépend d'autres personnes, mais comme toi et moi, en fait. Et ça, souvent, on l'oublie, je trouve. Et c'est bien de le redire parce qu'il y a des gens qui. Moi, j'ai connu des situations dramatiques hein, où tu as quelqu'un qui décède le matin, un week-end, où tu n'as pas de médecin. SOS médecin ne se déplace pas, les urgences ne se déplacent pas. Tu fais quoi, en fait? Donc, voilà. Et les déserts médicaux, je pense, on rend difficile la vie et le travail des soignants en établissement parce que sans eux, ils ne peuvent pas des fois soigner les gens. Donc, il y a une vraie problématique là-dessus. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Mais se dire qu'effectivement, les établissements sont dépendants du reste. Et s'il n'y a pas le Ça. reste, bah, tu es bien enquiquiné. Ouais. Oui, c'est important. J'avais pas l'aspect là. Enfin, bon, ça me paraît évident, mais je n'avais pas l'aspect là pour mieux comprendre la situation. Un mot de conclusion à l'émission? Oh, bah, il est très simple. Hein. Je pense que la situation actuelle est triste. Elle est triste parce qu'on dénigre le travail des professionnels qui bossent dans les établissements, je trouve, qu'ils soient privés, publics ou associatifs. On dénigre nos résidents parce que tout le monde critique, mais personne ne va les voir, personne ne va poser les bonnes questions, personne ne va les accompagner quotidiennement. Et je trouve que voilà, il y a une vraie problématique sociétale là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment, j'insiste là-dessus, mais prendre en considération nos résidents et se dire que c'est aussi des gens et qu'on a besoin d'avoir leur retour là-dessus et de savoir s'ils sont bien. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas un problème de protection, ce n'est pas un problème de restauration, c'est un problème de se sentir bien là où on est. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a des établissements qui ne payent pas de mine et les gens sont hyper bien, même s'il peut y avoir un défaut. Voilà, je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas matériels qui font en sorte que les gens soient bien. Et encore une fois, c'est à eux de le dire. Et je pense qu'il faut qu'on libère la parole à tout le monde et pas écouter simplement les salariés qui sont mécontents, mais écouter aussi les salariés qui sont contents et écouter aussi les raisons qui sont contents et ne pas laisser toujours la parole à ceux qui viennent critiquer et viennent montrer que le système est défaillant. Parce que c'est sûr que le système est défaillant. Ça, je pense que n'importe quel système, il y a des failles. Mais je pense que il vaut mieux travailler ensemble dans une question d'intérêt général. Et encore une fois, se dire, le but, c'est quoi? C'est que nos papiers et mamies se sentent bien là où ils sont. Et si j'ai une conclusion à ça, ça serait celle-ci.
Super, merci Joachim Tavares. Je rappelle que tu es président de Papy Happy. Merci beaucoup. Bon, merci, M. Sarrière. Merci.